Donc bonjour tout le monde, j'arrive de Lille. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Lille. Moi, c'était ma première fois, moi, et non sérieux, on m'avait parlé de l'accueil et de la convivialité des Nordiques, et ben, c'était vraiment fabuleux. J'espère qu'on va pouvoir faire aussi bien aujourd'hui. C'est pas une légende, l'accueil des Nordiques. Quand on sort du train, là, comme ça, du TGV, on est de suite accueilli par cette légende de l'accueil. Il y a les trois brasseurs, la brasserie des Flandres, le palais de la bière, et c'est voilà, une convivialité qui est à la hauteur de la légende. On a réussi à papoter, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est faire une petite présentation, mais surtout s'engager dans une discussion pour ceux qui seront disponibles pendant la conf, bien évidemment, et aussi après. On va rester quelques heures, échanger le plus possible. Hier, on a réussi à échanger 3 heures en plus de la conférence avec la cinquantaine ou la soixantaine de personnes qui étaient présentes ici. C'était très intéressant, et donc j'espère qu'on va pouvoir faire la même chose aujourd'hui. Merci Marie-Christine, merci Damien d'être là. Donc là, ce qu'on va faire ici rapidement, je vais reparler un petit peu de la curation. La plupart d'entre vous probablement connaissent déjà, mais on va essayer d'être sûr qu'on utilise les mêmes mots pour les mêmes concepts et que tout le monde soit au même niveau. Ensuite, on s'est dit, tant qu'à être là, on va peut-être en profiter pour parler un petit peu de Scoopit. C'est une excellente plateforme de publication par curation, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je vais vous, en particulier, focaliser un petit peu sur les fonctionnalités entreprises qui ne sont pas disponibles dans l'offre gratuite que certains d'entre vous ont peut-être déjà essayé. Mais puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est l'entreprise, on va parler un petit peu du produit à cet égard. Et puis enfin, on va développer 3 cas d'usage parmi les multiples cas d'usage de la curation de contenu. Cas d'usage sur le community management, sur le développement de leadership et puis sur la gestion de connaissances. Ces cas d'usage en particulier seront approfondis par nos intervenants, Marie-Christine et Damien. Donc ce qui nous amène ici, c'est la curation de contenu. Et qu'est-ce qui amène la curation de contenu? C'est cette chose-là, c'est l'évolution du web. Le web 2.0, participatif, ouvert, collaboratif, on l'appelle comme on veut, qui est ce grand chaos de la discussion démocratique qui pose 2 problèmes concrets aux entreprises au quotidien. La première chose, c'est que si tout le monde peut s'exprimer, on ne sait pas qui il faut écouter. C'est un problème de qualification des sources que vous connaissez probablement. Et le deuxième sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est si tout le monde peut s'exprimer dans ce grand chaos, comment moi, en tant qu'entreprise, en tant que marque, en tant qu'organisation, je peux faire entendre ma voix? Comment je peux m'imposer? Comment je peux me faire reconnaître? Alors la solution de cette problématique d'existence, dans ce grand chaos démocratique, dans ce grand bruit de la communication, Bill nous l'avait annoncé déjà en 1996, c'est le contenu. C'est pour s'imposer, pour être reconnu, pour créer une réputation, pour s'imposer comme marque dans ce chaos démocratique de la communication, il faut devenir un média. C'est-à-dire qu'il faut s'exprimer de façon régulière, plus fort et mieux que les autres. Le web 2.0, le web collaboratif ouvert, a forcé une mutation des métiers de la communication et du marketing. Et c'est de cette mutation dont nous allons parler. Alors devenir un média, ça veut dire quoi? Ça veut dire publier du contenu de façon régulière. Ça paraît facile à faire. C'est bénéfique, et ça c'est une bonne chose, à la fois pour votre audience humaine, c'est-à-dire engager les gens et votre réputation, mais aussi pour le SEO, donc cette audience des robots, en particulier de Google, qui vont décréter si vous méritez d'exister ou pas sur le web. Et ça c'est une bonne chose. Le SEO, il y a quelques années, c'était très déconnecté de l'audience humaine. Maintenant, on essaye de ramener les deux sur la même valeur. Et devenir un média, donc publier de façon régulière, vous aide à la fois à créer une audience, une réputation, une visibilité, mais aussi à être trouvé par les moteurs de recherche. Donc on a cette problématique d'exister sur le web ouvert, ce bel élément anthropologique où chacun peut s'exprimer. On a une solution, il suffit de publier du contenu de façon régulière. Ça paraît facile à faire, mais ça prend du talent, ça prend des ressources. J'ai voulu ici poser quelques piliers de ce qu'est une bonne stratégie de contenu. Donc devenir un média, ça veut dire développer une stratégie de contenu. Donc plusieurs éléments. D'abord, une bonne stratégie de contenu, ça doit être multimédia. Multimédia, ça veut dire plusieurs types d'éléments. Il faut faire à la fois du contenu écrit, il faut faire des vidéos, faire du contenu ludique, il faut faire des infographies, des slides. Ça veut dire aussi aller parler là où est votre audience. Il y a beaucoup de marques qui n'ont pas encore totalement compris ça. Les médias sociaux, ce n'est pas un petit outil qu'on rajoute en addition de du 4x5 qu'on va mettre sur le bord du périph'. Non, non, c'est là qu'est votre audience, il faut y aller. Donc il faut aller chercher votre audience et savoir apprendre à lui parler sur les 4 médias sociaux principaux et les autres qui sont un petit peu plus niche, un petit peu plus verticalisés, comme par exemple SlideShare, Quora. Je ne sais pas si vous utilisez Quora, mais c'est assez intéressant comme retour, Pinterest, etc. Il faut ensuite apprendre à communiquer pour notre communauté. Et ça, c'est quelque chose de nouveau également, puisque le Web 2.0, il a fait muter la communication d'une problématique de diffusion à une problématique de discussion. C'est-à-dire qu'il a créé le canal retour, et ça transforme complètement la façon dont on doit s'engager avec une communauté. Donc il ne faut pas penser à nos produits, à nos discours officiels et formatés, mais il faut penser à comment on s'engage avec une audience qui peut nous répondre. C'est un métier différent. Il faut être utile aussi, ça paraît trivial à dire, mais ce n'est pas totalement évident à faire, puisque l'utilité n'est pas simplement de pousser par exemple un message officiel ou des specs de produits, mais c'est vraiment rendre la vie de notre audience meilleure. C'est ce que nous rappelle ce petit chat ici, qui est là pour illustrer la différence qu'il y a entre la notoriété et la réputation. Beaucoup de gens
vont diffuser des lolcats ou d'autres éléments plus ou moins amusants qui sont assez faciles à partager et qui font la moitié de l'activité du web aujourd'hui. Ça, c'est très efficace pour créer de la notoriété. On se fait voir, on a des retweets, on a des likes, c'est marrant, mais ça ne crée pas de réputation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attacher une valeur utile à un lolcat par rapport à la réputation que vous voulez développer pour votre marque ou votre entreprise. Et enfin, et ce n'est pas le moindre, c'est que la qualité ne suffit pas dans les stratégies de contenu sur le web. Il faut aussi de la quantité, il faut aussi publier de façon régulière, fréquente, soutenue, peut-être plusieurs fois par jour sur Twitter, peut-être plusieurs fois par semaine sur Facebook probablement, plusieurs fois par mois certainement sur un blog. Et ça, c'est tout un art, ça prend beaucoup d'efforts. Donc on est aujourd'hui dans cette problématique d'un web ouvert. Tout le monde aime, c'est sympa d'être ouvert, de pouvoir contribuer. Mais c'est très dur d'exister. Pour exister, il faut publier davantage que les autres, de façon plus régulière, multimédia, orientée communauté, utile. Et c'est pas facile à faire. Donc la plupart des entreprises face à ça, elles sont un petit peu comme ce gamin là. Elles se disent bah oui, j'ai envie d'exister, il suffit que je crie très fort et de façon régulière et je vais exister, mais c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande des ressources, ça demande du savoir-faire. C'est pour ça qu'il y a des agences spécialisées qui se montent dessus et surtout que les entreprises doivent comprendre que leurs métiers de communication et de marketing sont en mutation. C'est par rapport à ce problème que la curation est arrivée. L'idée de la curation de contenu, c'est de transformer cette problématique de l'infobésité, donc du trop d'informations qui fait muter le métier de la com et du marketing, de transformer ça d'un problème à une opportunité. Essayer de surfer sur cette vague plutôt que d'en être la victime. Alors en quoi comment pouvons-nous exploiter cette infobésité plutôt que d'en être la victime? Regardons l'évolution des cycles de l'information. Dans ce cycle de l'information, il y a un nouveau rôle de plus en plus important, c'est celui du passeur. Le passeur, ce n'est pas la personne qui crée de l'information, donc qui rajoute de l'info à l'infobésité, mais c'est une personne qui l'organise, qui fait des efforts pour la trier, l'organiser, la rediffuser, qui devient donc un point névralgique de la connaissance sur le web, qui est un organisateur du web. Et ces gens-là, ces entreprises, ces organisations qui organisent le contenu, gagnent en pouvoir. Donc il y a une espèce de chiffre du pouvoir qu'on avait déjà connu quand les blogs sont arrivés, le pouvoir de l'information a shifté des journalistes ou des fabricants officiels d'information vers les blogueurs. Et bien maintenant, l'information continue, le pouvoir continue à shifter, il va vers celui des passeurs. Ces passeurs qui sont des organisateurs des points névralgiques. Et c'est un pouvoir légitime, pourquoi? Parce qu'il rajoute une valeur humaine dans l'organisation du web. S'ils ne sont pas là, le web est organisé par les moteurs de recherche, par des algorithmes dont on connaît quelques paramètres, mais que certainement on ne maîtrise pas. Le curateur est la seule façon de rajouter une valeur humaine dans l'organisation du web. Donc la curation, ce n'est pas nouveau en soi comme acte, ça consiste à sélectionner, éditer et partager du contenu existant sur des sujets précis, comme nous le disait Rohit. Mais Steve Rosenbaum va jusqu'à dire que le curateur est un super-héros, donc c'est quelqu'un de légitime. Pourquoi? Précisément parce qu'il est la seule alternative à l'organisation robotique du web. Il est cette valeur humaine, certes subjective, mais basée sur la valeur, basée sur le sens, basée sur la sémantique, donc seul organisateur humain du web. Et à ce titre, donc, il va gagner de la notoriété. Et c'est ce qu'on propose de faire aux entreprises. Devenez les curateurs, devenez les passeurs des meilleurs contenus sur vos valeurs et sur vos ressources. Donc, pourquoi les entreprises aujourd'hui viennent dans la curation? Ce n'est pas sous l'aspect philanthropique. En général, une entreprise est basée sur une mission qui se mesure sur son bottom line. Il doit y avoir un retour sur investissement. Les entreprises ne viennent pas dans la curation pour se dire le web est géré par les robots de Google, mais j'ai envie que le web soit plutôt géré par des valeurs humaines. Non, il y a des bénéfices qui sont totalement tangibles, mesurables, qui ont un impact sur la bottom line, qu'il faut connaître quand on travaille dans une entreprise. Et bien évidemment, le premier bénéfice de la curation de contenu en termes de marketing et en termes de communication, c'est son impact budgétaire. La curation de contenu requiert du savoir-faire, requiert de l'investissement, requiert des efforts et certainement de l'expertise sur votre sujet. Ce n'est ni automatique ni gratuit, mais l'impact qu'on peut avoir en audience, en réputation, comparé à ce que ça coûte, est bien supérieur à l'impact de la création. La curation ne remplace pas la curation, il la complémente, mais j'ai mis ici quelques métriques, quelques statistiques sur les coûts de fabrication d'objets, on va dire, plutôt classiques dans la communication digitale, donc des blog posts, des infographies, des white papers, des vidéos. On peut penser à d'autres choses, des jeux et des slideshares. En général, ça coûte de quelques centaines à quelques milliers d'euros ou de dollars pour un impact donné. La curation a une barrière beaucoup plus basse. Donc de façon très pragmatique, puisque la curation est légitime, puisque ça fait du bien au web, puisque ça aide en visibilité, et qu'en plus, ça a un impact budgétaire sur les ressources et le temps moindre que la création, c'est un ajout très intéressant à la création dans votre stratégie de com. Il y a un deuxième bénéfice qu'on ne voit pas venir au début, mais merci, ça a été cité par Orange juste avant, et qui est très intéressant. C'est qu'aujourd'hui, votre audience sur le web 2.0 ne veut pas uniquement écouter vos messages préformatés. Ils ne veulent pas simplement
que tout ce qui leur arrive de vous soit signé par vous. En fait, c'est même presque une perte de crédibilité si tout ce que vous dites est signé par vous. Si vous avez un produit, une valeur, et que vous dites, bah voilà, ce produit c'est le meilleur, et puis ma valeur c'est la meilleure, et c'est toujours vous qui signez ça, ça perd en crédibilité en fait. Et pour engager de l'audience à long terme, il faut se faire le passeur de contenu d'autrui. Et ça, c'est un gain de crédibilité. Donc j'ai utilisé cette équation très complexe d'Albert Einstein, mais disons qu'au-delà de l'aspect budgétaire, héroïste de la curation, considérez également la curation comme une opportunité d'enrichissement de votre ligne éditoriale. Donc on a cette problématique, le web est ouvert, il est bavard, il est chaotique, on veut exister. Pour exister, il nous faut une stratégie de contenu. Et on a compris qu'ajouter la curation à la stratégie de contenu, c'était bénéfique, à la fois d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue richesse éditoriale. Encore maintenant, faut-il définir les éléments d'une bonne stratégie de curation de contenu. Donc je vous en propose 4 ici. La première, bien évidemment, c'est de considérer la curation de contenu comme un ajout, comme un élément à votre stratégie globale de contenu. La curation n'est pas une stratégie de contenu, c'est un ajout par enrichissement. Deuxièmement, très important, il faut avoir une ligne éditoriale. Et là, je fais référence aux premiers curateurs qui étaient essentiellement des bookmarkers, c'est-à-dire qu'ils ont vu de façon assez rapide que curer, qui consiste à juste partager de façon plus ou moins aléatoire du contenu existant, c'était effectivement efficace. Ça crée du SEO, ça crée de l'audience, ça crée du contenu, c'est super sympa. Mais ce qu'on a découvert à long terme, c'est que si vous ne faites pas de curation avec une ligne éditoriale claire, c'est-à-dire une homogénéité sémantique, un suivi, une idée globale dans ce que vous curez, l'audience disparaît. En fait, ce que vous essayez de faire en faisant de la curation de contenu, c'est de créer un point névralgique sur un type de connaissance, avec un type de signature, où les gens doivent vous reconnaître, et pour ça, il faut avoir une ligne éditoriale, il faut savoir dire pourquoi vous choisissez des contenus. Troisièmement, quand vous faites de la curation de contenu, vous recyclez du contenu existant. Vous n'êtes légitime que si vous lui ajoutez de la valeur. Alors il y a plusieurs types de valeurs ajoutées par le curateur. La première valeur, bien évidemment, c'est celle du choix. C'est vous qui avez trouvé ce contenu. Et ça, c'est très intéressant en soi. Deuxièmement, la mise en forme, l'organisation, le fait de mettre ce contenu en perspective avec d'autres contenus, peut-être de changer un petit peu le titre ou de mettre une mise en scène qui le projette vers une audience nouvelle. Et troisièmement, et c'est là-dessus qu'on insiste beaucoup sur Scoop It, c'est de rajouter ce qu'on appelle un insight, c'est-à-dire un point de vue, c'est-à-dire du contenu personnel qui signe en fait le contenu que vous allez partager, que vous allez curer. Alors ça a une valeur bien évidemment essentiellement humaine. Les gens vont adhérer à votre curation s'ils voient que vous signez cette curation par une perspective, un contexte personnel qui l'enrichit. En plus, incidemment, ce contenu que vous rajoutez, c'est du contenu original. Donc c'est également plutôt sympathique pour le SEO, pour les robots de Google. Donc on insiste vraiment sur le fait que la curation n'est pas que du bookmarking, mais c'est également de l'édition, de l'ajout de valeur. Et enfin, quatrième point, nous n'existerions pas si les gens ne créaient pas de contenu original. Il faut apporter beaucoup de respect au contenu qu'on recycle. Ce respect, il se voit bien évidemment sur le fait qu'on va citer les auteurs, sur le fait qu'on leur apporte du trafic, sur le fait qu'on ne va pas les plagier, c'est-à-dire faire simplement un extrait suffisamment court et plein de sens qui donne envie d'aller lire le reste. Et c'est ainsi qu'on va gagner nos galons en tant que curateur, parce qu'on devient effectivement un point névralgique grâce auquel les auteurs sont découverts. Et donc si on ne rajoute pas ce bénéfice, si on n'améliore pas la situation globale du web, on n'est pas légitime. Donc c'est super important de rajouter de la valeur et de respecter les auteurs. Incidemment, sur Scoop It, le nom de l'auteur et le lien vers le contenu original est le seul champ qui est non éditable. Donc nous forçons les curateurs à respecter les auteurs en gardant ces champs-là. Donc si je résume, pour citer Maître Yoda, non, c'est vraiment lui qui a dit ça. Enfin, c'est vraiment lui qui a dit la chose qui est en bas à droite et qui est très importante. Donc la curation, ça vous aide dans votre stratégie de contenu, ça vous apporte. Petit 1, ça vous aide dans la structuration de votre acquisition de connaissances, parce que le curateur, en premier lieu, est un veilleur, un découvreur. Et rien que le fait de structurer, d'organiser, de professionnaliser cet acte de découverte d'informations et de collecte d'informations, ça vous enrichit. Deuxièmement, toute cette information que vous avez trouvée, si vous savez l'enrichir, devient un élément efficace d'un point de vue temps, d'un point de vue visibilité, d'un point de vue budget, dans votre stratégie de contenu. D'où la phrase célèbre de Maître Yoda, que je n'ai pas mis ici uniquement parce qu'il nous a volé la couleur du logo de Scoop It dans la couleur de son sabre. Size matter not, c'est de faire remarquer que la plupart des entreprises croyaient jusqu'à présent que pour se faire connaître sur le web, il fallait avoir suffisamment de budget pour envoyer un homme dans l'espace, comme Red Bull nous l'a rappelé. Mais en faisant de la curation, je vous assure, Red Bull, c'est le média par excellence. C'est l'entreprise qui a par excellence compris que c'est un média. Moi, mon fils, il connaît Red Bull, il croyait que c'était une chaîne vidéo. Il ne sait même pas qu'il y a une boisson derrière. Donc non, on peut faire de la com en devenant un média sans être Red Bull. Pour ça, il suffit d'enrichir
sa stratégie de contenu par de la curation. Et c'est votre qualité de découvreur et la valeur ajoutée que vous allez ajouter qui va créer votre impact indépendamment de votre taille. C'est une problématique, un sujet qui est accessible. Alors fort de ce constat, on a créé Scoopit, première plateforme de publication par curation pour les pros et les entreprises. Petit sondage, il y a des gens qui connaissent Scoopit? Non, là je souffre sous le décalage horaire, mais vous m'avez apporté chaleur et réconfort. Donc je vais très rapidement vous dire ce que Scoopit fait et surtout un tout petit peu zoomer sur les fonctions entreprises que vous ne connaissez pas forcément et qui sont le sujet d'aujourd'hui. Donc Scoopit, puisqu'on a dit que la curation, c'était de la découverte, de l'édition et du partage, Scoopit vous aide dans les 3 étapes. Premièrement, vous aide à découvrir du contenu grâce à un agglomérat de moteurs de recherche et d'API que le web met à notre disposition, qu'on a augmenté de filtres sémantiques pour vous faire ce qu'on appelle des suggestions. Scoopit ne publie pas pour vous, à la différence d'autres plateformes que vous connaissez peut-être comme Paperly ou Rebelmouse. Nous, on est dans une logique où l'algorithme propose, l'humain dispose. C'est un choix, un parti pris très fort. Rien n'est publié sans la décision humaine. Donc on a ce moteur de suggestion qui vous affranchit en gros du syndrome de la page blanche. Quand on est dans une logique de communication, ce qu'on n'aime pas, c'est devoir nourrir son audience sur Facebook ou Twitter ou LinkedIn et puis de rien avoir à dire. On est là juste pas pour prétendre que tout ce qui concerne votre sujet va être trouvé, mais pour vous assurer qu'à tout instant, vous avez du contenu prêt, frais, à découvrir et à partager. Deuxièmement, on invite le curateur à enrichir ce contenu. C'est cette fameuse valeur ajoutée intermédiaire qui fait que le curateur est légitime. Donc nous, on appelle ça un insight, mais aussi on peut éditer le titre, on peut changer la photo, on peut faire de la mise en forme, il y a même de la customisation. Donc très important de rajouter cette valeur, de s'approprier le contenu et de lui donner du sens. Et troisièmement, le partage. Le partage qui se fait multicanaux. D'abord, on va partager vers ce qu'on appelle un topic, c'est-à-dire un magazine en ligne avec son propre URL qui vous appartient à vous, curateur, et dans lequel toute votre curation sur un thème précis va être gardée. Donc ça a 2 intérêts très forts. Le premier intérêt très fort, c'est que si vous collectez tout ce qui concerne un sujet précis sur une même page, cette page va avoir d'excellentes performances SEO. Elle va vous apporter du trafic naturel. En passant, vous ne pouvez pas faire ça sur Facebook ou sur Twitter parce que votre compte Facebook ou votre compte Twitter, ils sont attachés à votre personne. Et vous n'avez pas une homogénéité sémantique exclusive sur votre Facebook. Je suis certain d'entre vous ici sur Facebook, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire, mais vous allez mélanger à la fois ce qui touche à votre profession, à vos vacances, à ce qui est arrivé à votre copain ou votre copine, et c'est super intéressant, mais il n'y a pas d'homogénéité sémantique, je ne peux pas m'accrocher à votre Facebook ou à votre Twitter pour dire c'est ce qui correspond à ses valeurs sur son sujet de prédilection ou sur son expertise. Le topic est ce repository unique, où vous pouvez conserver uniquement ce qui touche à votre expertise. Et par ailleurs, c'est non périssable, à la différence d'un tweet ou d'un Facebook qui disparaît au bout de quelques secondes ou de quelques heures. Et a fortiori, avec les changements d'algorithme de diffusion de Facebook, vous savez que ça disparaît de plus en plus vite, voire même ça n'apparaît plus. Donc là, vous avez un repository de tout ce qui touche à votre expertise et que vous avez partagé. Deuxièmement, on partage bien évidemment sur les médias sociaux. On a rajouté récemment, je ne sais pas si vous avez noté, le partage sur Google+, qui s'accompagne du support de l'authorship, pardonnez mon accent matinal, de Google. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on peut signer maintenant avec Google nos créations. Et nous sommes la première plateforme de curation qui permet de signer en tant qu'auteur un magazine par curation. On peut également générer des newsletters avec Scoopit, donc ça c'est intéressant pour la partie de votre audience qui serait intéressée par votre contenu mais qui n'est pas forcément régulièrement en ligne sur des sites divers. Et aussi on a cette possibilité de s'intégrer de façon jusqu'au white label à l'intérieur de quelque chose qui vous appartient. Ça peut être un site, un blog, une page Facebook, une application mobile, etc. de façon totalement ad hoc. Alors par ailleurs, nous sommes une entreprise donc, qui tente de faire des revenus avec un modèle freemium. Ce que j'ai présenté avant, les 3 fonctions de base de la curation, la découverte, l'édition et le partage sont gratuites et disponibles à tous, mais on a des fonctions à l'attention des entreprises qui sont disponibles en payant, donc par abonnement mensuel. Des analytics, bien évidemment, on est là dans une logique de com et de marketing, donc il faut savoir mesurer l'impact du travail qu'on fait. Analytics assez détaillé qui nous permet par exemple de répliquer ce qui marche bien. Quand on voit un post qui marche bien, on va aller cliquer dessus, on va voir des détails sur ce post et se dire « Ah oui, c'est parce que je l'ai partagé à telle heure sur tel média, etc. » et tenter de répliquer. On a davantage d'options de partage. Vous avez peut-être pu voir qu'il y a des façons limitées de partager sur la version gratuite, mais on peut s'ouvrir grand large sur la version premium. Gestion avancée des ressources. Donc on a plusieurs niveaux de sophistication dans le moteur de recherche. La promesse du moteur de recherche est que quand vous faites rien, c'est-à-dire à effort gratuit et sans payer, vous avez déjà du contenu. En payant, vous pouvez avoir accès à des fonctions avancées qui vous permettent de fine-tuner le moteur, et non pas d'avoir davantage de contenu, mais peut-être au fil de l'eau, de l'arranger de sorte à avoir un meilleur ratio signal-bruit, c'est-à-dire d'augmenter la pertinence et d'augmenter la richesse. On peut également, en mode premium, programmer les tweets. Donc là, on revient sur la proposition, la promesse d'efficacité budgétaire et de temps.
Donc typiquement, si vous devez couvrir votre présence sur les médias sociaux au travers de la journée, vous pouvez faire 20 minutes de curation le matin, trouver 3 contenus et décider, ça part sur Twitter à telle heure, ça LinkedIn sur telle heure, et vous êtes couvert. La curation en équipe, très intéressante pour les entreprises un petit peu plus grandes, déléguer des droits, différents niveaux de droits à des co-curateurs, l'export de newsletters dont on a parlé. Incidemment, on peut exporter des newsletters natives sur Scoopit, mais également s'intégrer avec Mailchimp, pour ceux qui connaissent ce service. Ce qui est dessous nous a été demandé plus récemment par des entreprises de plus grande taille. En fait, au début, nous, on pensait que la publication par curation intéresserait essentiellement les petites entreprises, celles qui n'ont pas les moyens d'avoir une équipe éditoriale étoffée. Et c'est effectivement le cas, on a davantage de petites entreprises que de grandes, mais on a découvert à notre grande satisfaction et une petite surprise que ça intéresse également les grands groupes. Donc on citait le cas d'Orange, on a EDF, on a La Poste, on va avoir d'autres présentations après. On a en fait de plus en plus de grands groupes qui viennent vers nous, non pas bien évidemment pour remplacer leur stratégie de com par de la curation, mais pour considérer qu'un axe de curation à l'intérieur, soit de leur stratégie de com, soit de leur stratégie de gestion de connaissances, c'est pertinent. Et donc on a créé ce mode privé qui permet plusieurs niveaux de protection et de partage de l'information auprès d'une audience privée, protégée. Également la possibilité de faire du lead gen, c'est-à-dire d'insérer des formes qui vous permettent de saisir les contacts des gens qui visitent votre curation. Et puis maintenant aussi de télécharger des documents. Si vous voulez dans votre curation mettre un PDF ou un Excel que vous avez localement mais qui n'existe pas sur le web, vous pouvez enrichir à présent votre curation de cet téléchargement de documents. Et la dernière fonctionnalité qui est intéressante d'un point de vue des entreprises, c'est bien évidemment tout ce qui touche au branding. Donc si vous faites de la curation pour être vu, vous avez envie d'être vu sous votre propre marque. Donc on a plusieurs niveaux de branding qui va jusqu'à la marque blanche. Ici, un exemple d'intégration chez AG2R. Vous pouvez voir qu'on ne reconnaît pas le layout de Scoopit, donc c'est une intégration totalement custom. On fait aussi de la curation événementielle, c'est-à-dire au lieu de curer sur un thème qui est sémantiquement précis, vous pouvez créer sur un thème qui est précis dans le temps, quelque chose qui se passe, et donc vous voulez collecter les meilleurs événements pour pouvoir les repartager. Ici, TEDx. Ici, on a une PME. Pour montrer que la curation, ce n'est pas à la fois pour des startups du digital, ni pour des grands groupes qui sont très avancés dans leur stratégie digitale, mais également pour des PME de façon très pragmatique. C'est très simple. Ici, Orange, dont nous parlions un petit peu précédemment, vous voyez aussi une intégration totalement custom à l'intérieur du blog Le Collectif d'Orange. France Digital, association dont je profite de cette occasion pour vous faire la pub. Vous connaissez France Digital ? Super, merci. Si vous voulez plus d'infos. Ok, non, c'est pas le sujet. Très bonne association, dont l'objet est de favoriser l'innovation digitale et l'économie digitale en France, qui, comme vous le savez probablement, est largement en retard par rapport aux leaders de ce monde. Donc il faut qu'on se bouge. C'est fait. EDF, une marque dont vous avez probablement déjà entendu parler, ça c'est edf.com, c'est vraiment leur home. Et ce que vous voyez sur leur home, c'est qu'ils deviennent un média. Et là on reprend ce qu'on disait sur le thought leadership. Quand vous êtes EDF et que vous avez envie de dire le nucléaire c'est safe, si vous signez votre contenu, c'est beaucoup plus difficile que si vous recyclez du contenu écrit par un expert tiers qui dit la même chose. Donc on est vraiment dans cette logique d'enrichissement ici. Une autre start-up dont vous avez peut-être entendu parler, au budget assez substantiel. Merci Claire, puisqu'on la connaît ensemble, celle-là. Publicis. Youhou. Par ailleurs, ce qui se passe, c'est qu'on a maintenant de plus en plus de curateurs. Ces curateurs font un bon boulot, pas tous, mais un grand nombre d'entre eux. Et grâce à ce bon boulot, on a maintenant découvert qu'on avait du contenu de qualité. Et ce contenu, on a envie de vous le réoffrir. Donc on a aussi maintenant créé des médias thématiques. On fait une analyse sémantique du contenu, on regroupe les contenus qui sont sémantiquement proches et on crée des médias verticaux qu'on remet à votre disposition, qui vous permet, vous, ainsi, en lecture, de découvrir du contenu qui a déjà été trouvé par des experts, qui a déjà été curé, que vous pouvez recycler, dont vous pouvez tirer bénéfice. On a 85 médias qui ont été ainsi créés. Je vous montre financier parce qu'il y a une jolie photo de ce monsieur totalement respectable et impressionnant. Vous voyez donc sur ce média qui touche à la finance, on a 17 500 scoops, c'est pas des millions, mais 17 500 scoops qui ont été trouvés par des curateurs experts en finance et qui vous le recyclent de façon bien organisée et facile à consommer, ça a de la valeur. Comme on a un média, derrière il y a des gens, on a décidé également de vous permettre de naviguer sur les profils des gens pour découvrir des experts qui peuvent éventuellement partager votre passion, ce qui est une autre façon de s'enrichir, la découverte et l'échange, ce que j'espère qu'on pourra faire juste après cette présentation. Et puis pour vous montrer que ça marche, je voulais juste vous donner quelques stats sur l'usage. Nos curateurs les plus successful, les plus efficaces, ont dépassé la barre des 3 millions de vues sur un topic. Moi, j'en suis super loin. 3 millions de vues, il y en a peu. Des millionnaires, d'une façon générale, il y en a peu, mais il y en a. Il commence à en avoir pas mal. Par contre, on est très nombreux à avoir dépassé les centaines de milliers de vues sur des topics uniques. Et là, on parle de 5-10 minutes de curation, un jour sur deux. Essayer de faire ça avec de la création pure, c'est très très difficile. Et c'est une audience ultra qualifiée parce que ça vient sur des topics qui sont ultra segmentés.
Donc on a lancé la boîte en novembre 2011. Aujourd'hui, elle est née à Toulouse. Aujourd'hui, on est à la fois à Toulouse et à San Francisco. Donc j'arrive avec mon décalage horaire augmenté du décalage horaire lillois. Où en plus, très honnêtement, si des gens ont des doutes sur le réchauffement climatique, vous allez à Lille, vous en avez plus. Il fait -100 là-bas. C'est juste l'horreur. Donc on aurait aimé vous annoncer aujourd'hui qu'on a dépassé la barre du 1 million de curateurs. On n'en est pas loin, ça sera pour mars, mais c'est pas pour ce matin, donc j'ai pas triché. Il paraît que parfois je suis un petit peu optimiste sur les chiffres, mais j'ai pas dit qu'on avait 1 million de curateurs. Mais ça augmente. Alors 1 million, c'est pas beaucoup comparé aux médias que vous connaissez comme Pinterest et autres, mais il faut savoir qu'on reste sur un segment pro et business. Personne ne vient sur la plateforme pour partager des lolcats ou des choses comme ça. On est uniquement sur des thématiques très verticalisées et très professionnelles. Et tout ça, aujourd'hui, on va en être à 115 millions de visiteurs uniques, donc des gens différents, 115 millions d'êtres humains différents qui sont venus sur la plateforme depuis son lancement. Et par ailleurs, on a 1000, maintenant, là, quand j'ai fait cette slide, on était 1200, on doit être à pas loin de 1500 entreprises qui sont venues chez nous. Donc initialement, essentiellement des petites entreprises qui nous ont découvert en ligne, qui mettent leur carte de crédit pour un abonnement mensuel, mais de plus en plus, des groupes beaucoup plus substantiels avec qui on fait des intégrations de la curation dans des use cases différents. Et je suis très content et heureux de pouvoir dire que Generali en fait partie depuis peu. Merci beaucoup. Alors, normalement, à ce niveau-là, Mounira me dit, Marc, il te reste moins de 2 minutes. Et je n'ai pas commencé les cas d'usage. Alors, je vais aller très vite. De toute façon, les cas d'usage vont être approfondis par nos participants. Donc déjà, quand on parle des cas d'usage, on va distinguer 2 grandes catégories. Le curateur, c'est toujours quelqu'un qui est ce point focal de l'information et de la connaissance qu'il va ensuite distribuer auprès d'une audience. Après, les grands cas d'usage dépendent de si cette audience est interne ou externe. En externe, ça va être de façon très pragmatique et héroïste pour faire du trafic, pour faire du SEO. Également en community management, développer de la réputation ou de thought leadership. Et puis, si on est dans le e-commerce, si on a envie d'aller jusqu'à une transaction, on peut aussi mesurer l'impact de la curation en conversion, donc en génération de leads. Et en interne, on parle de veille, on parle de business intelligence, de knowledge management, gestion de connaissances, use case qui va être un petit peu approfondi. Pourquoi on parle de la curation? Je suis obligé d'accélérer un tout petit peu. C'est parce que le curateur, le community manager, pardon, c'est déjà un curateur en fait. C'est pas son métier, il n'est pas curateur pour être curateur, mais le community manager, il doit écouter déjà son audience, donc faire de la veille, découvrir, et puis souvent il va retweeter pour donner de l'ego, donner de la satisfaction, pour donner de la connaissance aux gens. Et cet acte-là de sélection, d'écoute et de partage, c'est un acte de curation. Donc nous, on ne veut pas modifier le métier du community manager, mais lui dire, community manager, si tu intègres la curation de façon professionnelle, organisée dans ton workflow, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'impact, parce que, d'une façon assez essentielle, tu le fais déjà. Le leadership d'opinion consiste à développer une réputation sur un thème bien précis pour votre marque, pour votre entreprise. Vous faire exister et faire en sorte que votre audience attache votre nom à des valeurs bien précises. Il a été démontré que de plus en plus d'actes de transactions en ligne se basent sur la démonstration d'un leadership d'opinion. C'est-à-dire que ce n'est pas l'impact d'une marque historique, mais c'est le fait qu'on arrive à attacher cette marque-là à des sujets bien précis. Pour devenir un leader d'opinion, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ouvert, il faut être un référent, il faut être utile. Ouvert, c'est-à-dire ne pas parler que de vous. On en revient à cette fameuse richesse de la ligne éditoriale. Il faut parler de ce qui concerne votre audience, de ce qui concerne vos valeurs, et non pas de votre produit. Devenir un référent, c'est devenir ce point de confiance où les gens vont aller pour trouver de l'information, du contenu, de la connaissance sur vos sujets, sur vos valeurs. Et enfin, il faut être utile, c'est-à-dire que le thought leader n'est pas quelqu'un qui va compiler de l'information pour son propre bénéfice, mais qui va en faire bénéficier son audience, qui va enrichir son audience. Et donc, devenir une ressource sur vos valeurs, c'est démontrer votre leadership, et ça, de façon mesurable, impacte la façon dont les gens vont rentrer dans un mode transactionnel avec vous. Et enfin, la gestion de connaissances, je voulais finir en démontrant que nous étions finalement une plateforme de partage de lolcats. Vous l'avez certainement déjà vu passer, celui-là, il a pas mal buzzé. Mais c'est les 2 premiers qui sont importants. Chose très intéressante, et ça c'est une mutation, on a vu la mutation des métiers de la communication et du marketing. Il y a une autre mutation, c'est les métiers de la connaissance. En fait, la connaissance dans le web est devenue totalement déstructurée, totalement partagée, distribuée. Vous savez que 80% des investissements dans les entreprises sont, en termes de gestion de connaissances, sont basés sur des procédés centralisés et formalisés, alors que 80% de la connaissance est décentralisée et non formalisée. Donc on est dans un modèle caduc de gestion de connaissances, où les entreprises comprennent de plus en plus que la connaissance en termes de données, ce n'est plus eux qui l'ont, c'est le web qui l'a. Maintenant, la connaissance n'est plus une question de données, et ce n'est pas que pour les entreprises, by the way, c'est aussi pour l'éducation. La connaissance est une question de données, mais une question d'organisation, une question de méthode, et non plus une question de données. Et donc, apprendre au sein des entreprises à capitaliser sur cette information distribuée, sur cette connaissance, c'est un nouveau besoin, parce que la connaissance, c'est critique. Et ce qu'on a découvert, c'est ces 2 métiers qui se rejoignent maintenant, le knowledge management et le content curation, où les gens vont utiliser des plateformes de curation
pour cristalliser, capitaliser sur cette connaissance qui passe de façon très très fluide et pouvoir la distribuer avec différents niveaux hiérarchiques au sein de leur entreprise. D'une part, pour capitaliser sur les données qui sont là et qu'il faut filtrer, qu'il faut arranger, augmenter, mais d'autre part, pour identifier les leaders à l'intérieur d'une organisation. Et donc, nous, on fait de plus en plus de deals en entreprise plutôt grande, sur la base du mode privé, donc la connaissance qui est curée va être distribuée à l'intérieur d'une audience contrôlée, et dont l'objet premier n'est pas d'augmenter visibilité à l'externe, mais vraiment d'augmenter le niveau de connaissance à l'interne, et également d'identifier à l'interne les gens qui ont cette connaissance et qui sont capables de devenir ces leaders sur vos thèmes de prédilection. Ce qui est une transition plus ou moins habile, avec la présentation de Marie-Christine Lannes. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc, en général, à ce moment-là, je me fais insulter par Mounira qui me dit que j'ai dépassé d'un quart d'heure. La plupart des gens sont arrivés en retard. Non, merci beaucoup pour votre attention. Je serais ravi de continuer ça après. Merci. Et je suis vraiment navré pour ce léger retard. Tu t'avais pas dit hier que tu ferais mieux aujourd'hui? Tu avais promis. Je me souviens plus. Merci Marc pour ton intervention. On va juste essayer de voir si dans la salle on a quelques questions avant de passer à l'intervention de Marie-Christine. Je sais que l'intervention de Marc était plutôt bien rythmée, plutôt bien speed, riche en contenu. Est-ce que... Oui, une petite question par là. J'ai une question, je ne sais pas comment ça s'appelle, si c'est du... je ne sais pas si vous avez entendu parler de web reprint ou c'est du recyclage non pas de contenu d'experts mais d'articles de presse. Comment vous cohabitez avec ça? Est-ce qu'il y a des... D'une façon générale, il y a une centaine de plateformes, d'outils, voire de procédés qui consistent à réutiliser du contenu existant. Donc on cohabite avec toutes ces choses-là. D'une façon générale, il faut considérer que c'est une évolution du cycle de l'information. C'est totalement naturel. Pendant 5000 ans, toutes les technologies qui ont été mises à disposition de l'être humain, c'était pour faciliter la création. Maintenant, on met à disposition des technologies pour faire le filtre et l'organisation. Donc on cohabite avec ces gens-là. Ce qui fait la grande différence de Scoopit par rapport à d'autres outils, c'est que nous, on a un objectif très clair qui est d'aider les entreprises à bâtir leur visibilité. Et à ce titre, on a mis des choses que les autres ne mettent pas, comme par exemple cet insight. Cet insight, dans les plateformes de recyclage, ne l'ont pas. Et la plupart des gens, notre audience, nous dit « mais cet insight, il me fait chier, moi, en fait. C'est un effort supplémentaire que tu me demandes. Alors qu'il y a d'autres plateformes, j'appuie sur un bouton, boum, c'est fait tout seul. » Et donc, nous, on cohabite avec eux en disant « mais nous, on est là pour que les entreprises bâtissent leur réputation. On pense qu'il faut qu'elles signent ce qu'elles font, donc qu'elles fassent un petit effort. On n'est pas dans un modèle gratuit en termes d'effort. On est dans un modèle où il faut un petit peu s'engager. Et donc, voilà, il y a plein d'autres options autour qui ont des approches un petit peu différentes. Je pense que la différence des approches dépend de la différence de la mission. D'accord. Bonjour, Alice Divia, l'agence Elliott et Marcus. Moi, je voulais savoir, pour votre modèle économique, vous fonctionnez uniquement sur abonnement ou vous avez de la publicité aussi? Est-ce que vous poussez des articles ou du contenu? Alors pour l'instant, on a décidé de ne pas faire de pub et ne pas faire de contenu sponsorisé. Ce n'est pas un dogme, c'est un choix initial. Alors pour info, moi j'ai déjà planté une start-up qui tentait de faire de la pub. Donc je sais que c'est un modèle qui est super douloureux et super délicat. Mais il y a un autre argument aussi, c'est qu'on a voulu avoir pour l'instant un positionnement clair, un message clair à l'attention des entreprises qui nous utilisent. On est un outil qui vous facilite la vie, qui vous fait gagner du temps, qui vous fait gagner de l'impact. Si vous voulez pousser votre propre contenu, faites-le. Mais ce n'est pas notre sujet. On pense qu'aujourd'hui, que mélanger les deux, c'est un petit peu ambigu. Donc on préfère rester du côté du mode freemium. Par abonnement, comme vous le dites, et parfois, ce ne sont pas des abonnements mensuels. Parfois, on fait des deals un petit peu plus substantiels quand des entreprises ont des besoins qui ne sont pas exactement rencontrés par les licences qui sont disponibles en ligne. On peut faire un petit peu de ad hoc, un petit peu de coûts humains. Mais en tout cas, on reste dans une offre plateforme, une offre outil et non pas une offre média. Le média, c'est l'entreprise. Bonjour, Christophe, activiste médaille d'or sur Scoopit. Wouhou! Avec un journal qui s'appelle Nouveau Paradigme. J'ai deux questions. La première, est-ce que ce que fait le gouvernement, j'ai adoré la présentation et leur contenu, est-ce qu'il y a la même démarche vis-à-vis, j'allais dire, du monde associatif, qui pour moi ne s'apparente ni à une start-up ni à une PME et qui pourtant a son utilité sociale, et le monde de l'éducation? Parce qu'en fait, moi j'adorerais aller en classe de CM1, leur expliquer ce que c'est que le partage, reconnaître la valeur d'un bon curateur, enfin d'un bon producteur de contenu,
partager, être focus sur quelque chose plutôt que de zapper et d'être en société de consommation. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est quelle est votre démarche d'implication des curateurs dans l'algorithme de valorisation de cette richesse-là, qui est une richesse immatérielle. D'accord. Merci beaucoup et félicitations pour la médaille d'or. Très, très, très fier et très heureux de vous rencontrer. Donc, incidemment, merci pour la question sur l'éducation, parce que, pour info, en termes d'usage, c'est notre premier vertical. Pas en termes de revenus, parce que l'éducation est pauvre, c'est triste, mais c'est ainsi. Mais on a beaucoup de contenu sur l'éducation. Je vous ai montré finance, parce qu'on était dans une logique d'entreprise ce matin. J'aurais pu vous montrer éducation. Et donc, on a 2 cas d'usage très fréquents dans l'éducation, et on a de nombreux universités et écoles qui payent la licence pour l'éducation, pas en France, parce qu'on connaît la situation en France. Encore qu'il y en a en France, des écoles de commerce, mais aux US, c'est très fréquent. 2 cas d'usage dans l'éducation. Premier cas d'usage, un topic, c'est une façon de fabriquer le matériel qu'on a envie de donner aux étudiants. Puisque la connaissance, maintenant, elle n'est plus dans les librairies, elle est ailleurs dans le web, vous pouvez la compiler et la donner aux étudiants. Deuxième cas d'usage, beaucoup plus intéressant, celui que vous citez, et qu'on voit se développer de façon très rapide, c'est utiliser la curation pour enseigner aux enfants, aux élèves de tout âge, la nécessité qu'on a maintenant d'apprendre à trier. C'est-à-dire de ne pas faire confiance. Vous posez une question à Google, vous allez lire uniquement les 3 premiers liens, et ça devient la vérité absolue. Il y a des milliards de contenus derrière qui peuvent dire des choses différentes que personne ne verra jamais. Apprendre à l'être humain, étudiant de préférence et jeune de préférence, qu'il faut avoir cet aspect, cet esprit critique dans l'accès à l'information et le trier, ça s'appelle de la curation, et donc nous on a ce cas d'usage. Et pour info, on a une licence spéciale éducation. Donc pour ça, il faut voir Mathilde. Elle est où, Mathilde? D'accord. Il faut voir Mathilde, et bon, après, négocier avec Mathilde. Et donc, on a une licence qui, effectivement, est moins chère pour l'éducation et qui offre un nombre de co-curateurs, autant dit d'élèves, beaucoup plus grand, parce que ça correspond à l'usage. Voilà. Quant au deuxième, on a, dans le mixte humain-algorithmique, un parti pris très fort, à la fois dans ce que vous publiez, mais aussi dans nos algorithmes de tri. C'est que l'algorithme propose et l'humain dispose. Par exemple, pour venir sur ces médias que vous avez vus, les médias où le meilleur du contenu a été mis, c'est notre algorithme d'analyse sémantique qui fait les regroupements, mais on demande ensuite à un curateur qui a un certain score de valider. C'est-à-dire rien n'est jamais mis sur notre plateforme sans qu'un être humain soit passé devant. Alors, l'être humain reste subjectif, la notion de qualité, ça peut flotter dans le temps et dans l'espace, mais nous, on a vraiment ce point de vue. On a inventé un mot là-dessus, c'est humanism. On a joué avec algorithms and human, on a mergé les deux, et donc l'algorithme propose et l'humain dispose. Partout dans la plateforme, tout ce qui est fait, c'est un mix des deux.